Wesh les gars, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui, ça va être un live sur les spoils de One Piece. Donc voilà, la reprise commence aujourd'hui avec les premiers spoils. Demain, donc mercredi, on aura les spoils complets. Et jeudi, normalement, on a le chapitre. Donc voilà, très content de vous retrouver pour tout simplement analyser ces spoils, recommencer un petit peu à prendre des informations sur la suite de One Piece. Donc voilà, c'est des choses qui sont parfaites. Surtout après ce que j'ai pu voir dans ces spoils légendaires. J'espère que vous êtes bien prêts parce que là, il y aura des théories validées, il y aura énormément d'informations, des combats. Voilà, quand je vous avais dit que Elbaf, la tournure d'Elbaf commençait à changer et qu'on allait rentrer dans une autre dimension, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans ce chapitre. Donc comme d'habitude, en début de live, n'hésitez pas les gars à rejoindre la team, surtout pour la team YouTube, n'hésitez pas à follow, liker, à tabasser les likes surtout parce que ça nous aide énormément, hein. D'ailleurs merci à tous ceux qui le font. Vous avez aussi accès aux souscriptions pour participer de manière financière, mais faites-le que si vous en avez et que si vous pouvez. Vous avez également le Twitter pour avoir les spoils qu'on va étudier aujourd'hui en première fraîcheur, donc voilà pour les avoir en direct. Et vous avez aussi pour terminer le Discord qui lui permet de se réunir, permet d'avoir des informations complètes sur l'ensemble de ce qui se passe sur la chaîne, autant pour One Piece, autant pour les mangas, autant pour le gaming. Donc voilà les gars, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à les checker, n'hésitez pas à participer, à discuter avec nous, discuter avec la commu. Donc voilà les gars. Donc let's go, j'espère que vous êtes bien prêts la team parce qu'on est parti pour un live qui s'annonce être des plus légendaires. Let's go les gars. Let's go du coup, hein. Donc là on va analyser tout simplement le chapitre, on va décortiquer tout ça les gars, on va d'abord react et il y a beaucoup de choses à dire parce que voilà, Oda revient en force après 2 semaines. Ce que je peux vous dire déjà c'est qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc voilà on va enchaîner avec minimum 2 chapitres de suite, peut-être 3 chapitres, hein. Je pense qu'il y a moyen étant donné qu'Oda a depuis le début de l'année fait à minima 3 chapitres de suite, même une fois il a fait 4, et potentiellement qu'il va garder ce rythme là, ou sinon ça se peut qu'il y ait des petits retards parce que je vous avais parlé justement du fait que l'équipe d'Oda, tu vois, l'équipe qui entoure Oda, l'équipe de dessinateurs, l'équipe de mangaka, on peut les appeler comme ça. Malheureusement, il y en avait qui étaient malades pendant une semaine, je crois au moins. Et du coup, voilà, ils se sont retrouvés à faire le taf à 2, alors qu'à la base, ils étaient 6. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Et en plus de ça, ça a dû malheureusement faire prendre du retard un petit peu sur ce qui se passe tout simplement dans le manga. Ok les gars, donc c'est parti, on va commencer ce chapitre 1146, donc voilà c'est spoil avec le titre qui dit dans l'immobilité il y a du mouvement. J'aime bien la métaphore, j'aime bien la phrase, je trouve qu'elle est bien faite. Et du coup on enchaîne directement avec la couverture de chapitre, donc la mini-aventure, le pèlerinage de Yamato qui n'est toujours pas terminé, mais qui ne saurait tarder, hein. Je pense qu'on a fait 80-90% de la mini-aventure, il doit rester que quelques chapitres, donc voilà, on attend le cliffhanger, on veut savoir ce que Oda veut nous dire par rapport à cette mini-aventure. Est-ce qu'il nous parle de Yamato pour avoir des informations sur Wano? Est-ce qu'il nous parle de Yamato pour potentiellement avoir autre chose? Je sais pas du tout les gars, mais c'est quelque chose qu'on attend avec impatience, hein. Je pense que peut-être que Yamato pourrait quitter l'île, peut-être le retour de Big Mom et Kaito. Non, ça j'espère trop, ça ce serait l'un des trucs vraiment légendaires, mais malheureusement, non. Donc voilà, la mini-aventure, c'est Ulti qui veut servir Yamato pour avoir sauvé sa vie et celle de son frère. Donc voilà les gars, exactement ce qu'on dit depuis des semaines, depuis des mois. Je vous avais dit qu'il y aurait un lien entre Page One et Ulti et Yamato, tu vois. Là, je me suis dit, est-ce qu'ils vont rejoindre, entre guillemets, l'équipage de Yamato, tu vois. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Parce que voilà, je sais pas si on peut réellement parler d'équipage, parce que voilà, Yamato, moi je le vois soit dans l'équipage de Luffy, ou soit dans une des flotte de Luffy, tu vois, la flotte armée de Wano, la flotte armée des 100 bêtes, tu vois, ça pourrait être sympathique, mais je le vois pas du tout créer son personnage, enfin son équipage et partir à l'aventure comme ça, tout seul. C'est possible, mais on sait pas encore. Ok, donc c'est parti les gars, déjà on commence directement avec une phrase qui dit on a des combats dans ce chapitre. Déjà, chapitre axé exclusivement sur les combats. Pourquoi? Parce que on a plusieurs combats avec plusieurs personnes, avec même des résultats. Ça veut
dire qu'il y a des gens qui vont terminer leur combat dans ce chapitre. On a premier combat, Gunko vs les pirates de Colon. Donc voilà, les pirates de Colon, à savoir Brook, Usopp, Nami, Jinbe et peut-être aussi Robin et Chopper qui doivent pas être trop loin, avec Colon évidemment qui se battent contre Gunko. Donc ça va être le plus intéressant du chapitre parce que c'est là où on va avoir le plus d'informations. Et sachez que ça va être colossal, je vous le dis tout de suite. Donc là, pas de réponse par rapport aux interrogations qu'on faisait dans les précédents chapitres. Est-ce que Gunko aime Brook? Est-ce que Gunko déteste Brook? Est-ce qu'elle est fâchée contre Brook parce qu'il a arrêté la musique? Je sais pas trop, mais peut-être on va voir dans ce chapitre. Il y avait eu des indices de spoil qui montraient justement un squelette rigolant. Clairement, ça doit être Brook. Donc à voir un petit peu sur quoi ça va se terminer, mais on n'a pas plus d'informations, donc à voir les gars. Ok, deuxième combat, ça va être Killingham qui va directement affronter les professeurs. Donc voilà, on a parlé plusieurs fois de la puissance colossale Killingham. Je pense que voilà, il va juste falloir attendre, mais lui, vraiment en termes d'invocation, pour l'instant, il est quasiment entre guillemets invincible face aux professeurs. Tu vois. Je pense qu'avec un adversaire de taille, voilà, il ferait pas le malin, mais face aux professeurs, invincible. Ok, ensuite, on a Somers vs Saul. Donc voilà, Somers qui va justement affronter Saul. D'ailleurs, Saul, c'est marrant parce que c'est lui le premier, entre guillemets, hein, sans compter Wolf, qui, devant lui, s'est confronté au pouvoir de Somers. Donc, à voir les gars, à voir. Je sais pas où ça va se finir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a 3 combats qui s'annoncent légendaires dans le sens où les possibilités de victoire commencent à être très minces. Parce que voilà, les adversaires, entre guillemets, ne font pas le poids face aux chevaliers divins, tu vois. Que ce soit l'équipage de Colon, même si voilà, je les adore, c'est les Mugi, c'est les Refraits. Pour les professeurs, c'est sûr, et pour Saul, c'est sûr aussi, tu vois. C'est des personnes qui, potentiellement, sont très fortes, mais malheureusement, ça va pas suffire. Ok, on continue. On a donc Gunko qui utilise son pouvoir pour attaquer. Elle est incroyablement puissante, donc voilà, petit message pour dire que la puissance de Gunko est légendaire. Et c'est ce que je vous disais par rapport au fait que, voilà, les chevaliers divins, il faut pas les sous-estimer, c'est vraiment quelque chose de ultra puissant. Et en plus de ça, je pense que Gunko fait partie des personnes potentiellement les moins puissantes. On n'a pas encore d'informations par rapport à tout ça, mais à mon sens, je pense sincèrement que Gunko ne fait pas partie des personnes les plus puissantes, y compris pour Killingham, au vu de son fruit qui est, d'après les informations, un simple paramécia, et Gunko également. Et pareil aussi pour Killingham, qui lui a bel et bien un Zoan mythique légendaire, mais quand on voit son pouvoir, on voit que son pouvoir est plus axé sur ses capacités, tu vois. C'est un pouvoir qui est utile plus qu'un pouvoir qui est fort. Et du coup, quand tu vois ça, ça donne vraiment l'impression d'avoir, voilà, 3 personnages puissants, mais au final, peut-être pas vraiment puissants en termes de pouvoir, en termes de combat, etc., etc. Tu vois, Krillin, même dans la mythologie, c'est vraiment un monstre plutôt gentil, entre guillemets. Quand je dis un monstre, on va dire, c'est pas une bête mythologique qui est connue pour sa force, pour sa robustesse. Tu vois, quand il y a des dragons, quand t'as des yokai et tout, là, c'est effrayant. Tu sais que, voilà, normalement, c'est dangereux, tu vois. Alors que Krillin, c'est plus le contraire. C'est plus quelque chose axé sur quelque chose de beau, de gentil, etc. Donc, pour moi, ça décrit un petit peu la situation autour des chevaliers divins. Et même leur introduction a été plus introduite en mode, ils sont gentils, ils sont cool, ils sont détentes, ils rigolent, machin chose et tout. Même si on voit qu'ils ont un petit côté sombre, autant pour Gunko que pour Somers, mais voilà, la finalité veut que on a quand même, je pense, les personnages les moins forts des chevaliers divins. Et pourtant, c'est bien précisé qu'ils sont incroyablement forts. Donc ça, c'est une chose. Donc ensuite, on voit Usopp qui lui place un coup explosif avec son arme, mais elle se régénère totalement, bras plus corps. Donc voilà, ça c'est légendaire. Pourquoi les gars? Parce que c'est exactement ce que je vous avais dit. On savait pas encore si les chevaliers divins auraient pu hériter du même pouvoir que les Gorosei. Et ça, c'est quelque chose que je vous disais. Parce qu'en fait, on a eu des informations. C'est-à-dire que Dragon nous a dit que voilà, les chevaliers divins, c'était la force armée la plus puissante. Au vu du potentiel de Dragon, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est minimum level empereur. C'est bizarre. C'est bizarre qu'un empereur puisse craindre les chevaliers divins. Et là, en fait, on comprend tout à fait ces paroles, étant donné que on voit maintenant que les chevaliers divins partagent leur pouvoir avec les Gorosei. Quand je dis partage, c'est ils ont les mêmes pouvoirs entre guillemets pour l'instant. Même si je pense qu'ils sont quand même différents. Pourquoi? Parce que déjà pour le cercle d'invocation, la marque, etc. c'est des choses qu'ils avaient déjà et qui avaient déjà été présentées. L'invocation des Gorosei avec le chiffre. Donc ça montre déjà que les Gorosei ont un statut supérieur par rapport à l'abysse, par rapport à la marque, que les chevaliers divins. Et les chevaliers divins, eux, utilisent la marque, mais voilà, ils se font invoquer
invoqués par deux, ils utilisent à peu près les mêmes cercles d'invocation. Donc voilà, pour moi, il y a une espèce de hiérarchie entre le Gorosei et entre les chevaliers divins. Ensuite, on avait vu Gunko avoir des flammes noires dans le chapitre quand elle se battait contre Loki. Et pareil pour le Cerbère. Ça, c'est quelque chose que je vous avais utilisé depuis très très longtemps. Les gars qui sont assidus sur la chaîne, vous avez pu avoir ces informations il y a très très longtemps. Quand Shamrock est apparu et qui s'est battu avec le Cerbère, je vous avais dit c'est bizarre parce qu'un Zoan mythique, il peut pas avoir les mêmes propriétés qu'un Logia. Et on a la tête du Cerbère qui s'est bel et bien détachée. Et on sait que l'arme qui est une épée, qui ressemble étrangement à Griffon, l'arme de Shanks, est bel et bien une arme d'une seule matière, tu vois. Si c'était une arme qui pouvait se découper, genre je sais pas moi, une arme en deux parties, ou vous avez des sabres qui peuvent se découper, tu peux, comme dans Bleach là avec Renji Abarai là, et ben là, on voyait très bien que c'était une épée entière. Et cette épée là, elle pouvait se dédoubler via ce qu'on avait vu par rapport au fruit de l'épée de Shamrock. Et le fait que cette tête puisse se détacher du corps du Cerbère, ce qui est pas logique par rapport au pouvoir du Cerbère, montrer déjà des petites informations sur le fait qu'il pourrait avoir tout simplement ce côté immortalité, ce côté légendaire qui fait d'eux des personnes intouchables au même titre que les Gorosei. Et ça c'est légendaire parce que là il y a de la tension. Là on retrouve justement cette tension qu'on a eue à Egghead de se dire mais comment on va les battre? Comment on va les battre? Est-ce que l'eau suffira à les battre? Est-ce qu'on va pouvoir? Je pense que oui, par contre là, je pense que les Gorosei peut-être n'auront pas ce côté malus des fruits du démon, mais potentiellement que les chevaliers divins, eux, pourront se faire battre grâce à l'eau, grâce au pouvoir justement du granit marin, etc., etc. Mais ça montre, encore une fois, que là, la tension est bel et bien réunie. C'est-à-dire que on avait peur que 3 chevaliers divins soient pas suffisants pour affronter un équipage d'empereurs. Sauf que là, on n'a plus peur, parce que les 3 chevaliers divins sont immortels. Donc quand on voit juste Gillingham, qui est capable d'invoquer de manière quasi illimitée des monstres sur toute l'île, on se pose la question de savoir comment on va pouvoir le battre si son Honduras, le pays. Non, si son endurance est illimitée. Si son endurance est illimitée au même titre que les Gorosei, Luffy, son plus gros point faible, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'endurance. L'endurance de son fruit du démon qui le démonte à chaque fois qu'il l'utilise. Vous avez bien vu le côté vieillard, etc., etc. Donc pour en revenir à tout ce que je disais, donc déjà, théorie validée par rapport au fait que les chevaliers divins aujourd'hui peuvent se régénérer. Ça va être très dangereux pour l'ensemble des Mugiwara. Et au niveau scénaristique, ça permet justement de ramener cette tension et de se poser de la question de comment on va faire pour pouvoir les battre. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va être tout le problème. Et en plus de ça, si ces 3 chevaliers divins finissent par être battus par les Mugiwara, et pour moi, potentiellement qu'il pourrait y avoir de nouveaux chevaliers divins et de nouvelles personnes immortelles. Là, si on prend un petit parallèle avec Barbe Noire, si Barbe Noire pouvait hériter de ce côté immortalité, ça ferait de lui quelqu'un de surpuissant, parce que son seul point faible c'est d'attirer justement tout vers lui, et de pouvoir devenir immortel au même titre que les chevaliers divins ou au même titre que le Gorosei ferait de lui tout simplement une personne sans point faible, et ça c'est exactement ce qui lui manque. Donc on va voir par la suite, est-ce qu'il va avoir un 3e fruit du démon, est-ce qu'il va rejoindre le Gorosei? Je pense que c'est très probable, surtout d'après les dernières informations qu'on a eues par rapport aux chevaliers divins qui disaient tout simplement vouloir le territoire d'Elbaf. S'ils veulent le territoire d'Elbaf, peut-être qu'ils voudront le territoire de la ruche, et peut-être que ce serait un bon moyen de pouvoir pactiser avec Barbe Noire et Barbe Noire pactiser avec le diable. Donc voilà les gars, j'espère qu'on va avoir des infos par rapport à ça, mais je suis ultra content parce que la finalité veut que maintenant, à partir de ce chapitre-là, les Mugiwara et tous les autres en général sont dans une posture très très sombre. Donc voilà, ça c'était le gros paragraphe, le gros détail que je voulais faire par rapport à ça, parce que c'est important, mais aussi parce que c'est quelque chose qu'on avait teasé, qu'on avait vu, qu'on avait analysé. Comme quoi l'analyse paye à chaque fois, étant donné qu'on a des informations. Sachez que Oda, lui, il a déjà les informations dans sa tête, donc quand il écrit l'histoire en connaissance de cause. Et avec ces informations, donc quand il écrit l'histoire, lui, nous, on peut en déduire certaines choses. Et là, pour le coup, on a bien fait d'analyser ce côté Cerbère qui peut enlever ses têtes, ce qui est totalement illogique pour un Zoan. Et maintenant, on comprend pourquoi il a réussi, surtout que les flammes noires étaient présentes. Donc voilà, tout était déjà inscrit. Et je suis archi content d'avoir réussi à tout simplement théoriser sur ça. On termine le chapitre assez rapidement parce que ça va être légendaire, vous allez voir. Donc on voit Gunko qui enlève ensuite Colon. Donc voilà, Colon, le fils de Gaban, s'est fait enlever. Donc voilà, et ça c'est juste une petite information pour nous dire que Gaban va vraiment devoir s'en mêler. Et si Luffy sauve Colon, ça justement fera en sorte de rabibocher entre guillemets Gaban
valider Luffy, étant donné que Gaban, voilà, il n'allait pas donner sa confiance comme ça à n'importe qui, et qu'il fallait qu'il le valide lui-même pour pouvoir le considérer comme l'héritier de la volonté de Roger. Donc voilà, tout est écrit, tout est lisible pour l'instant. Ensuite, on a Luffy qui est toujours en train de manger, donc super, c'est la merde dans tout le baf, c'est la fin du monde, et Luffy, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Bien joué Luffy. Donc voilà, toujours fidèle à lui-même, toujours au bon endroit, au bon moment. Bon, pour l'instant, c'est normal, c'est le scénario, mais je pense qu'il va bientôt pouvoir bouger un petit peu dans l'île. Je pense que d'ici 1 ou 2 chapitres, ça va être le moment de l'affrontement Luffy VS au moins un des chevaliers divins. Ensuite, on a Killingham qui bat les professeurs et Somers qui bat Saul. Donc voilà, les professeurs et Saul sont KO, se sont fait avoir. Il reste plus personne pour les contrer. Et en plus de ça, Saul, ce qui est assez intéressant, c'est que normalement, Chopper et Robin sont avec Saul. Ça veut dire que normalement, Somers, Chopper et Robin devraient être face à face. Donc ça, on va essayer de voir ça prochainement, mais c'est quelque chose qu'il va falloir bien vérifier parce que Robin pourrait se retrouver en face d'un monstre qui pourrait tout simplement l'abattre et abattre aussi Chopper. Donc surveillons bien tout ça. Ensuite, les professeurs qui se sont fait battre sont KO, mais il n'y a personne à côté pour l'instant. Donc potentiellement que Gaban et tout l'équipage pourraient rejoindre le côté des professeurs pour justement affronter Killingham. Surtout que voilà, Gaban, il sait pas encore que son fils a été kidnappé et d'ailleurs Ripley non plus. Donc on pourrait avoir un combat Ripley Gaban, hein, le dévoreur de montagne, et ça pourrait être sympathique. Donc voilà, pas de pause la semaine prochaine. Là, au niveau de l'analyse, ça va être très rapide parce qu'on a déjà parlé énormément dans la première partie. Et pour moi, le chapitre va être vraiment exclusivement axé sur les combats. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui nous manquait un petit peu dans ce début d'arc. On a vu Loki donner un petit coup de marteau. Sinon, on a vraiment vu quasiment 0 combat. Peut-être dans le diorama, mais voilà, c'était faible. Hein. En plus, c'était Road avec voilà, des petits animaux. Donc, il n'y avait rien d'extraordinaire. Quand on regarde, par exemple, le début d'Egghead, on a eu du Luffy Lucci, on a eu Kizaru Sentomaru, Kizaru Luffy. Bref, on a eu énormément de combats. Et là, ça commence doucement, mais je pense que la partie combat commence tout de suite. Et ça va être intéressant parce que voilà, il nous régale avec évidemment le combat Gunko contre les pirates de Colon, Killingham les professeurs, Somers vs Saul. Donc au niveau des professeurs et de Saul, je vais pas en parler parce que voilà, leur défaite était complètement logique. On parle quand même des chevaliers divins et on a appris aujourd'hui qu'ils étaient immortels. Clairement, je pense que c'est quelque chose qui est totalement logique. Ensuite, une fois que ça a été dit, le mieux c'est de se concentrer sur vraiment le combat Gunko vs les pirates de Colon. Donc les informations qui nous ont été données, c'est le fait que déjà elle est incroyablement puissante. Ça c'est quelque chose qu'il faut bel et bien noter. Si ça a été dit, c'est que vraiment elle est vraiment colossale. Et en plus de ça, elle est capable de se régénérer. C'est-à-dire elle peut régénérer son bras et son corps. Exactement comme les Gorosei. Et ça c'est trop intéressant et je suis archi content les gars parce que comme j'ai déjà dit, théorie validée, c'est quelque chose qu'on avait pré-shot. C'était pas logique hein, parce que voilà, c'était que des hypothèses, mais c'était quelque chose sur lesquels on avait quand même pas mal d'arguments qui allaient dans ce sens-là. Je vous ai parlé de la tête du Cerbère qui pouvait se détacher du corps. Pour un Zoan, c'est complètement aberrant. Et ensuite, on a eu aussi les flammes noires présentes sur le Cerbère, mais aussi sur les pouvoirs de Gunko. Donc, il y avait des informations pour pouvoir utiliser ça. Et évidemment, pour les gens qui sont assidus sur la chaîne, vous l'avez vu, vous l'avez tout simplement étudié avec moi. Donc, voilà, on est surpris, mais à moitié surpris parce que c'est quelque chose qu'on avait évidemment pré-shot. Trop content, on se félicite les gars. Maintenant, on va parler un petit peu power scaling. Donc évidemment, elle est incroyablement puissante et comme je l'ai déjà dit juste avant, le fait que Dragon ait dit que les chevaliers divins étaient vraiment dangereux, que c'était une puissance colossale, alors que lui-même est censé être level empereur, hein, d'après Akkomu, d'après tout le monde, je pense qu'on est assez d'accord. Sur ça, tu vois, autant il y a certains trucs qu'on n'est pas d'accord, autant sur ça, je pense que tout le monde est assez d'accord. Et du coup, malgré ça, lui-même a dit que voilà, les chevaliers divins étaient vraiment trop puissants. Et en fait, là, je comprends un petit peu ce qu'il voulait dire dans le sens très gênant, très puissant. C'est vraiment que les chevaliers divins étaient tout simplement immortels au même titre que les Gorosei, ce qui fait d'eux des ennemis complètement légendaires. Ça veut dire que là, on a 5 Gorosei et à peu près 9 chevaliers divins qui sont immortels. Donc ça fait vraiment une brochette d'immortalité complètement colossale. Donc il y a plusieurs possibilités pour les voir, entre guillemets, se faire battre ou mourir. Premièrement, les désinvoquer, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que c'est les seules informations concrètes et réelles qu'on a. Quand les Gorosei se sont battus contre le pouvoir d'Emmet, le pouvoir de Joy Boy, ils se sont tous désinvoqués entre guillemets et ça les a renvoyés à leur dernière position. Donc
ça, c'est une des choses qui, je pense, va se passer. Mais ça voudrait dire que pour l'instant, ils sont invincibles. Donc s'ils seraient venus à pied, on aurait été tout simplement incapable de pouvoir les battre. Ça, c'est la première. La deuxième hypothèse, c'est qu'ils soient sensibles au granit marin et à la mer. Moi, personnellement, je crois, en tout cas pour le Gorosei, qu'ils sont pas sensibles au granit marin ni à la mer. Rappelez-vous d'une chose, les fruits du démon sont l'incarnation des démons des mers. Imusama, ça veut dire la mer, hein, je crois que c'est Umi. Umi, ça veut dire la mer. Donc, quand tu prends ça en compte, tu te dis que voilà, le lien entre la mer, le lien entre les démons et le lien entre Im-sama fait sens. Et s'il fait sens, potentiellement que le fruit du démon ne maudirait que les humains ou que les personnes qui sont pas censées en manger. Peut-être que ces fruits sont exclusivement créés pour les démons tels que les Gorosei, tels que Im-sama ou tels que les personnes choisies par Im-sama. Donc c'est pour ça que moi, d'un sens, je pense pas. En plus de ça, quand on voit le comportement des Gorosei, ils sautent comme ça au-dessus de la mer, ils ont aucune crainte. Vraiment, au niveau de l'eau, ils ont jamais à aucune mesure pris du recul par rapport à ça. Quand il s'agissait de sauter sur les bateaux et tout, à aucun moment ils se sont dit ouais, attendez, il y a l'eau quand même. Non, à aucun moment. Donc c'est quelque chose qui renforce ma conviction là-dessus. Et pour terminer, au sujet des chevaliers divins, est-ce qu'ils pourraient être dans le même panier? C'est quelque chose de possible, mais pour moi ils ont un traitement différent du Gorosei. On a vu que le Gorosei, au niveau des invocations, c'était différent. Ils avaient un numéro, donc voilà, ça doit être des démons entre guillemets primordiaux, genre les 5 démons les plus puissants, tu vois, au service du diable, on va dire ça comme ça vulgairement. Et les chevaliers divins, eux, sont des chevaliers qui ont hérité des pouvoirs, mais pas forcément du même statut, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils pourraient avoir une nuance et une différence. Et en plus de ça, ça ferait un contraste légendaire pour la fin du manga, parce que là, si on arrive à les battre et à faire en sorte qu'ils soient KO ou définitivement morts, entre guillemets, hein, qui se dissouent un petit peu comme tous les démons, et ben, je pense que on pourrait être content de les battre, d'avoir trouvé le moyen de les battre, et au final, on utilise cette technique contre les Gorosei pour pouvoir les battre, et au final, on se rend compte que ça marche pas, tu vois. Donc c'est pour ça que d'un côté, je pense que l'eau pourrait être leur faiblesse pour les chevaliers divins, mais pas pour les Gorosei. Donc ça, c'est une des hypothèses. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je terminerai avec la troisième hypothèse, c'est au sujet de Im-sama. Potentiellement que Im-sama serait un petit peu le centre du pouvoir, et que pour pouvoir annuler l'immortalité de toutes ces personnes-là, y compris chevaliers divins, peut-être qu'il faudrait abattre Im-sama, et c'est peut-être un petit peu la difficulté de la fin, un petit peu de la guerre du manga, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait tuer le roi, mais le roi est protégé par ses soldats, et on va devoir se battre contre des soldats immortels, mais ça sert à rien, le but ça va être de traverser. Et ça ressemblerait un petit peu à Marineford, où justement tout le monde combattrait chaque adversaire jusqu'à son dernier souffle entre guillemets, pendant que Luffy lui traverse tout le long pour arriver vraiment à la dernière personne, et au final la dernière personne c'est Im-sama, et il y aurait un combat 1v1 Luffy Im-sama qui ferait vraiment sens, parce que voilà, c'est la finalité de One Piece, hein. Je pense que c'est même la finalité du siècle oublié, hein. On a bel et bien Barbe Noire qui est vraiment le rival suprême de Luffy, c'est l'inverse complet de Luffy, mais on a aussi Im-sama qui, elle, c'est vraiment l'ennemi final, dans le sens où là c'est vraiment le siècle oublié, la libération du monde, les démons, tu vois. Donc vraiment ces deux personnages sont vraiment ultra importants, et Im-sama c'est vraiment limite au-dessus. Mais d'un autre côté, on pourrait penser que si Barbe Noire doit accéder au sommet du monde, soit il va pactiser avec Im-sama, soit il va fusionner avec Im-sama, soit il va absorber Im-sama. Tellement de possibilités, mais c'est des choses qui sont complètement possibles. Donc voilà, en tout cas pour toute cette analyse, je pense avoir fait le tour. On a aussi potentiellement Gaban, hein, mais ça on va attendre un petit peu. Mais vu que Colon s'est fait capturer, logiquement Gaban, Ripley vont passer à l'attaque, et ça va être assez intéressant de voir Gaban se battre au max. Et comme je vous l'ai dit, Luffy combattre aux côtés de Gaban avec des bonnes valeurs va faire en sorte que Gaban l'accepte en tant que digne héritier de la volonté de Roger, et aussi la réincarnation de Roger par la même occasion. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. C'est la fin de cette petite analyse sur le chapitre 1146, les spoils du chapitre 1146. On revient demain pour les spoils complets, et vous connaissez les gars, de toute façon on va décrypter tout ça demain, on aura énormément d'informations demain, et jeudi il y aura bel et bien le chapitre. Donc voilà, on va tout faire dans l'ordre, ça va être pas mal, et vous inquiétez pas, les théories vont fuser, étant donné qu'il y a une grosse reprise qui arrive très prochainement. Donc voilà, comme d'habitude, pour la team YouTube, les gars, n'hésitez pas à tabasser les likes, à nous envoyer de la force, parce que ça nous aide énormément pour l'algorithme et le référencement. Merci à tous ceux qui le font. Vous avez aussi accès aux souscriptions, ça permet de participer de manière financière, de développer les
concepts, de développer le matériel et tout pour avoir une meilleure qualité. Et aussi, vous avez le Twitter pour avoir les spoils en première fraîcheur. Hein. N'hésitez pas à aller sur Twitter, mettre la cloche, comme ça au moins demain vous aurez les spoils complets. Et sinon, il y a le Discord qui justement lui sert à rassembler l'entièreté des informations de la chaîne et aussi des informations autour de One Piece. Voilà, vous avez plein de choses les gars, n'hésitez pas à les checker parce que voilà, on fait pas mal de choses. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à contribuer à la commu, à discuter, à poser des questions. Vous avez plein de salons, vous avez des sondages, vous avez des salons concernant les théories One Piece, vous avez aussi des salons qui donnent les informations autour de One Piece. N'hésitez pas parce que voilà, on a taffé dur et je pense que c'est des choses qui sont intéressantes étant donné que voilà, c'est les informations qui sont pas présentes dans l'anime et ni dans le manga. Ça dépend pour les SBS, ça y est, mais pour d'autres informations comme dans les magazines, etc., vous les trouverez nulle part ailleurs. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas, vu les jeux vidéo, vive One Piece. On se retrouve très très vite.